Bonjour, bienvenue à cette table ronde sur la robotique collaborative dans le cadre du Salon SIAN. Je suis Philippe Roussel, délégué général de la Fédération française des clusters de la robotique, et je vais laisser mes participants se présenter en commençant par Samuel. Bonjour tout le monde, bienvenue. Samuel Ségalin, je suis responsable produit robotique et cobotique chez Yaskawa France. Voilà. Bonjour à tous, Emmanuel Bergerot, je suis le directeur commercial KUKA France et donc bienvenue à cette table ronde. Bonjour, Nicolas Rouche, Fanuc France, en charge des activités aéro chez Fanuc. Bonjour, Raphaël Cado, responsable commercial pour HM MBS, qui est distributeur Universal Robot. Très bien, donc le sujet du jour c'est la cobotique. Peut-être ce qui est intéressant de voir pour commencer, c'est de définir ce qu'est un cobo. Donc toujours dans le même sens, Samuel, est-ce que vous pouvez nous définir ce que pour vous est un cobo? Oui, tout à fait. Donc déjà, avant de parler de cobotique, on peut parler un tout petit peu de robotique. Donc la robotique est présente depuis de nombreuses années, hein. Et la cobotique, c'est ce qu'on appelle la robotique collaborative. Donc rendre la machine plus collaborative pour des applications. Avant de parler de cobotique, il faut parler réellement d'applications collaboratives. Un complément peut-être, Nicolas? Oui, si on se réfère à la norme internationale, on est dans la robotique collaborative dès qu'on partage un espace de travail commun avec un robot. Donc je viens faire une interaction ponctuelle plus ou moins longue avec un robot, je suis dans la robotique collaborative. Voilà. Alors Raphaël, la marque Universal Robot a été essentiellement tournée sur la partie robotique collaborative. Est-ce que vous pouvez nous donner votre position sur ce marché? Alors, la différence avec mes confrères, c'est que Universal Robot a été créé sur la base du robot collaboratif. Donc, oui, je suis d'accord par rapport à l'aspect application. C'est l'application qui va être collaborative et non pas seulement le robot. Maintenant, de nos jours, il est possible de rendre des applications 100% collaboratives. Et je pense que c'est l'échange qu'on va avoir après autour de ça. Oui, encore une petite précision concernant la robotique collaborative. Il y a plusieurs niveaux de collaboration entre l'homme et le robot. Et le niveau le plus courant dans ce qu'on appelle la robotique collaborative, c'est juste de la coexistence. C'est-à-dire que le robot et l'humain partagent un espace de travail, mais ils n'interagissent pas directement. Et la collaboration la plus poussée est beaucoup plus rare. Et ça, c'est vraiment un partage de tâches sur une même pièce au même moment. Donc il y a vraiment plusieurs niveaux de collaboration homme-robot. Ça serait bien qu'on puisse un petit peu les détailler et les distinguer. Alors, en précision, justement, on va s'adresser aujourd'hui essentiellement aux bras manipulateurs. On ne va pas parler d'exosquelette, on ne va pas parler d'AGV, on va parler uniquement donc, de ce qui correspond à l'image qu'on se fait du robot, c'est le bras qui manipule des choses ou qui fait des actions. Donc justement, sur les applications de la cobotique, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de types d'applications que l'on peut faire aujourd'hui avec des cobots? Quelles sont les applications qu'on voit réellement sur le marché? Alors, justement, deux types d'applications qui sont sur différents niveaux. J'en prends une, c'est du contrôle de qualité sur des chaînes d'assemblage chez Renault. On a un robot IVA qui porte une caméra. Donc là, il n'y a pas d'interaction directe, mais il y a un partage de l'espace entre le cobot et les humains qui travaillent autour de la chaîne. Un autre exemple, là, au contraire de vraiment collaboration homme-robot, toujours dans l'automobile chez Ford, montage des amortisseurs sur le véhicule. Le robot porte l'amortisseur. En fait, il soulage l'opération puisque c'est lui qui porte toute la charge. Mais comme la chaîne n'est pas précise, le robot serait incapable de positionner correctement l'amortisseur sur le véhicule. Donc c'est l'humain qui guide le robot et qui le positionne correctement jusqu'à monter l'amortisseur. Donc deux exemples dans l'automobile. Raphaël, d'autres exemples d'applications? Des exemples, j'en ai plein. En soi, on arrive souvent en début ou en fin de ligne de production. Typiquement, le cas le plus concret actuellement, c'est sur de la palettisation. La palettisation sur des charges de caisse en sortie de ligne, avec des charges qui vont de
aux alentours de 8 kg et on ne va pas dépasser 8,5 kg et on va faire de la palettisation directement en fin de ligne avec le robot. Le robot est en soi l'application, on va rendre l'application collaborative avec ça, c'est-à-dire que la cadence du produit qui sort en fin de ligne est raisonnable, ça veut dire qu'on va être aux alentours de 3-4 coups minutes. Et ensuite, le carton n'est pas dangereux en soi. La caisse n'est pas dangereuse, donc on va pouvoir palettiser en mode collaboratif. Quand je dis en mode collaboratif, ça veut dire qu'on va pouvoir rentrer dans la zone de travail du robot sans qu'il y ait un aspect sécurité autour de ça. Alors cet aspect de sécurité, c'est intéressant justement. Le Kobo, c'est un appareil qui se situe en général sans barrière physique, mais la question de la sécurité reste posée parce que le robot peut être collaboratif, ce que le robot transporte ou ce qu'il y a au bout du robot comme effecteur, lui c'est pas tout à fait la même situation. Nicolas, je crois que vous aviez une position à nous donner là-dessus. En effet, il faut voir l'application. Ce qui est important à étudier au départ, c'est le process que vous voulez mettre en œuvre. On parle d'une palettisation, c'est un bon exemple. On peut rendre collaborative une application de palettisation. Mais si on va sur des étapes des bavurages ou de process qui peuvent être dangereux pour l'humain, il faut faire attention à l'aspect sécurité. Le robot, l'effecteur et la pièce aussi, on en parlait, où on manipule simplement une pièce. Un carton, ce n'est pas dangereux à manipuler, mais une pièce qui sort d'une machine-outil peut être tranchante, peut être mal bavurée et peut être elle-même dangereuse quand on la manipule. Donc après, on n'est pas obligé d'avoir des robots collaboratifs, au sens que quand on les touche, ils s'arrêtent. On peut travailler avec des scrutateurs, on se rapproche, il ralentit, le robot s'arrête. Et c'est aussi des applications collaboratives sans barrière. Voilà. Donc on peut mixer aussi ces différentes solutions en faisant un travail d'analyse du process, analyse de risque, qui permettent de déterminer les bonnes solutions. Et donc ça veut dire que quand on va installer un Kobo dans une entreprise, il faut prendre un certain nombre de précautions. Samuel, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est cette approche qu'on doit avoir en termes de sécurité quand on installe un Kobo dans une entreprise ? Alors bon, déjà très souvent quand les clients viennent vers nous pour équiper, pour automatiser leur ligne, donc avant de parler de cobotique, il faut très souvent se poser la question, est-ce que le besoin est réellement vers la cobotique ou vers la robotique ? Donc ça, il y a plusieurs choses dont vous avez parlé avant qui intervient, comme le temps de cycle à atteindre, l'espace de travail. Très souvent, que dans les applications de palettisation notamment, l'espace de travail ne permet pas de cartériser tout, il y a des contraintes d'espace de travail restreint et on a du coup la nécessité de mettre un robot dit collaboratif. Alors collaboratif de différentes manières, soit on prend un robot classique, on l'équipe avec des scrutateurs ou des barrières immatérielles ou des systèmes de sécurité additionnels, ou alors on prend un robot collaboratif qui lui a une sécurité intrinsèque, donc de par notamment sur nos produits des capteurs de couple intégrés dans chacun des axes, pour assurer l'arrêt du robot au contact avec l'opérateur. Après, ce qui est important dans cet aspect de cobotique, c'est de réaliser une analyse de risque de tous les cas qui peuvent apparaître autour de la machine. Donc le robot est un risque à lui seul, mais l'effecteur qui est monté au bout, les machines qui sont autour, et de bien définir les scénarios de l'application. Dans certains cas, je vais avoir un risque que je ne retrouverai pas lorsque le robot se trouve à une autre position. Donc c'est important de prendre en compte l'aspect programmation également dans l'analyse de risque et dans la réalisation de l'application. D'accord, donc Emmanuel, quand on disait à une époque un Kobo c'est facile, on a juste à acheter la machine, on a besoin de personne pour l'installer, c'est pas tout à fait le cas en fait. Alors oui, il faut être conscient des responsabilités en fait qui sont liées à l'installation d'une machine finalement dans un atelier. Quand un utilisateur achète un robot et qu'il l'installe lui-même, il prend la responsabilité de cette installation. Et donc tout à l'heure on en parlait, l'analyse de risque est absolument nécessaire. La réglementation d'ailleurs impose cette analyse de risque. Et quand on réutilise sur une évolution de son application le robot, il faut mettre à jour cette analyse de risque. Donc là, encore une fois, il faut bien insister, on l'a dit, ce qui est collaboratif, c'est l'application. Et l'analyse de risque, elle doit évidemment s'intéresser à la totalité
de l'application, que ce soit la pièce, que ce soit l'effecteur, le robot évidemment, et on peut finalement conclure après cette analyse de risque que la solution la plus adaptée n'est pas forcément un cobot qui gère intrinsèquement la sécurité, mais un robot classique auquel on vient apporter des éléments de sécurité avec des scrutateurs, des radars, etc. Donc vraiment 2 points à bien assimiler. C'est premièrement, c'est l'application qui est collaborative, et deuxièmement, il faut faire une analyse de risque, et cette analyse de risque, il faut la tenir à jour si jamais on fait évoluer son robot collaboratif. C'est important. Alors, Raphaël, justement, donc cette analyse de risque, est-ce qu'il y en a des références sur lesquelles on peut s'appuyer, et qui est-ce qui l'a fait? Je vais déjà commencer par l'histoire. En fait, le robot collaboratif existe depuis quasiment 10 ans maintenant. Et au début, c'était un flou total en fait sur comment mettre en place ce robot, enfin ces types de robots. Il y a maintenant, on doit être à 3 ans, et il y a un texte qui a été rajouté par rapport à la norme machine, qui est la TS 15066, qui détermine comment mettre en place le robot et comment l'utiliser en mode 100% collaboratif. Donc il y a plusieurs cas qui est décrit dedans. C'est premièrement faire attention à la vitesse, premièrement l'analyse de risque, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, déterminer la bonne vitesse par rapport à la zone du corps, ce qu'on transporte, ce qui est hyper important. Ça veut dire que si on va prendre une tôle de 2 dixièmes alors qu'on prend un carton avant, on pourra ne plus être collaboratif, et le mouvement qu'on va faire. Par rapport à ces différentes cas de figure, on va déterminer si on peut rendre l'application collaborative ou pas. Si on revient sur l'histoire des robots collaboratifs, maintenant il y a 3 ans, on en discutait un peu tout à l'heure, c'est qu'au début c'était très compliqué de rendre des applications 100% collaboratives, même pour de la palettisation, parce qu'on n'avait aucune norme, on n'avait aucun texte par rapport à ça. Et maintenant on arrive à rendre des applications 100% collaboratives grâce à ça. D'accord. Alors, vous avez toujours été dans le robot collaboratif avec Universal Robot. Pour ce qui est de KUKA, Yaskawa et Fanuc, c'est un peu différent. Vous étiez, vous, des constructeurs de robots, et puis vous avez introduit dans votre gamme des robots collaboratifs. Comment ça a évolué dans votre gamme, Nicolas, sur Fanuc, l'arrivée du robot collaboratif, quelle part ça a pris de votre marché robotique en général ? Alors, déjà, le choix de Fanuc, ça a été de garder la base de son robot, d'un robot industriel avec sa robustesse, sa durée de vie connue et reconnue pour les robots Fanuc, et de lui ajouter à la base un capteur d'effort, et qui est une technologie aussi maîtrisée par Fanuc au niveau des capteurs d'effort. Donc, la jonction des deux a permis de faire un robot collaboratif où on détecte le toucher. Quand on touche le robot, on vient détecter un effort dans la base du robot. Donc ça a été un ajout. On est parti d'un robot robuste et connu pour faire une application collaborative. Ensuite, il y a eu en effet une période de flou sur la norme, etc., qui a un peu freiné. Enfin, en termes de communication, il y a eu beaucoup de choses de faites, mais en termes de réelles applications industrielles, au début, ça a eu du mal à démarrer, à se mettre en place. Aujourd'hui, on estime autour de 2 à 3% au niveau mondial les robots collaboratifs vendus. Voilà, c'est les recherches internationales qui donnent ce chiffre-là. De 100% collaborative, encore une fois, au sens où on vient toucher le robot et il vient s'arrêter. Parce que des applications, là on est peut-être en léger désaccord, des applications collaboratives où on met un scrutateur au sol qui vous voit arriver et que le robot s'arrête, que vous pouvez voir un peu partout sur le salon, ça fait 20 ans qu'on a ce genre d'application, et chez tous les fabricants de robots, vous trouverez les fonctions de sécurité qui vont bien pour faire ce genre d'application. Donc si vous voulez dans votre usine un robot sans barrière, parce que c'est souvent ça la demande en fait, on veut supprimer la barrière, c'est des fonctions de sécurité qui existent depuis 20 ans dans toute industrie en fait. Alors chez KUKA, l'arrivée des robots collaboratifs dans la gamme KUKA, comment ça s'est passé ? Alors on a en fait eu un ancêtre à nos Elbert IVA qui s'appelait le LWR, qui existe depuis, qui a été introduit en 2008. Donc on a maintenant une grosse antériorité et une grosse expérience sur la robotique collaborative. Ce qu'il faut comprendre, et Nicolas l'a dit tout à l'heure, c'est que
Comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, ça fait 20 ans qu'on fait de la robotique collaborative sans le savoir. Et ça a en particulier démarré dans l'industrie aéronautique, où c'était plus simple de faire venir le robot à l'avion que l'avion au robot. Et donc on avait besoin de rendre mobiles les applications robotisées. Et donc si c'est mobile, il n'y a pas de barrière. Et s'il n'y a pas de barrière, il faut qu'on gère la sécurité. Et donc depuis 20 ans, en fait, on avait des applications de robotique collaborative. Et c'est ça qui est aussi important de comprendre. Et je pense que maintenant, il y a plus de maturité sur le marché. Les gens qui viennent nous voir en disant « je veux un robot collaboratif », on arrive à expliquer que la solution, au final, ça peut être un robot très classique, mais avec en fait, une application qui, elle, est collaborative. Voilà, donc on a vu cette évolution. On est passé d'une époque où c'était un petit peu dogmatique, au tout début de la robotique dite collaborative avec nos robots dans nos gammes, où les gens demandaient à avoir un robot collaboratif alors qu'ils n'en avaient pas forcément besoin. Où maintenant, on est capable d'analyser et de faire comprendre à l'utilisateur quelle est la meilleure solution, et elle est différente à chaque fois en fait. Samuel, chez Yaskawa, la robotique collaborative, ça se passe comment ? Alors bon, c'est intéressant ce qui était dit avant, parce que en effet, Yaskawa fabrique des robots depuis des années et des années, des dizaines d'années, et le gros marché de Yaskawa est en Asie. Yaskawa est un fabricant japonais, et la demande de robotique collaborative sur les marchés asiatiques est quand même moindre par rapport à des marchés européens, parce qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes au niveau des normes pour l'intégration d'un robot en milieu industriel. Donc la demande de la robotique collaborative est arrivée depuis une dizaine d'années, mais Yaskawa ne s'y est vraiment intéressé que depuis maintenant 3-4 ans, avec la sortie d'un produit 100% collaboratif, qui garde également les mêmes caractéristiques qu'un robot industriel, avec une armoire d'un contrôleur, la même armoire que sur n'importe quel autre robot de la gamme, l'aspect motorisation, qualité du produit, fiabilité dans le temps, qu'on connaît aux robots de Yaskawa comme aux robots des constructeurs historiques. Et du coup, de par ça, nous avons fabriqué un nouveau modèle de robot, l'HC10, qui répond justement à ces contraintes de besoin pour mettre le robot dans un environnement plus en sécurité, grâce à des capteurs de couple intégrés dans chacun des axes. Donc c'est en tout 12 capteurs de couple intégrés dans les axes, pour avoir une redondance du signal et assurer la sécurité de l'opérateur qui viendrait en contact ou en choc avec le robot. Voilà. Mais l'aspect robotique collaborative est très souvent traité en amont par un besoin venant souvent de la direction, de par des besoins qui viennent de la direction, et souvent c'est un coût marketing qui a été fait sur la robotique collaborative, faut bien se le dire quand même, et le besoin est plus dans la robotique avec des moyens de sécurité tels que des scrutateurs, des caméras de sécurité ou d'autres systèmes autour. Alors on a beaucoup parlé de sécurité, mais il y avait aussi un paramètre qui était important quand on parlait de cobotique il y a quelques années, c'était la simplicité d'utilisation. Et justement on disait, parce que les cobots c'est plus simple à installer, ça va plus s'adresser aux PME. Alors dans la réalité aujourd'hui sur le terrain, Raphaël, est-ce que vous pouvez nous dire que effectivement le robot collaboratif, on le voit dans les PME et seulement dans les PME ? Pour l'histoire encore une fois d'Universal Robot, c'est que le créateur d'Universal Robot a voulu, au-delà de l'aspect sécurité, a voulu donner accès à tout le monde à la robotique. Quand il a dit donner accès à tout le monde à la robotique, c'est donner accès aux opérateurs, aux directeurs de TPE, PME à la robotique. Donc il a créé une interface accessible à tout le monde. Par rapport à la part de marché, forcément les grands groupes ont plus de moyens que les TPE, PME, donc ont plus facilement investi dans leur robotique collaborative au départ. Mais grâce à eux, grâce à l'image qu'ils ont donnée par rapport à ça, les TPE et PME se sont intéressés, et du coup on a beaucoup, les TPE et PME ont beaucoup investi dans ce type de robot. Pourquoi ? Parce que pour une petite entreprise de 10-15 personnes, il est compliqué d'avoir un roboticien pour faire la programmation. Déjà en termes de coût et en termes de temps. À ça,
on est tombé sur des petites sociétés qui ont industrialisé, créé de la série grâce à nos robots. Par exemple, du chargement-déchargement de machines. Au début, on a beaucoup travaillé là-dedans pour récupérer des séries qui étaient autrefois à l'étranger et que maintenant, ils ont récupéré grâce à ce type de robot. C'est la robocalisation. Ouais. Nicolas, sur cette partie justement, marché PME grand compte et sur la facilité d'utilisation, est-ce que la cobotique est la seule solution pour justement pouvoir rentrer la robotique dans les PME et avoir une facilité de programmation ? Alors, il faut bien distinguer les deux aspects, robotique collaborative et facilité de programmation. On peut, et il y a des choses qui se développent, il y a des choses qui existent déjà, pour faciliter la programmation des robots, quel que soit le type de robot. Chez Fanuc, vous prenez un robot classique, un robot jaune, comme on dit, par rapport aux robots verts qui sont plutôt collaboratifs. Il y a des facilités de programmation qui existent avec des tablettes portables en Wi-Fi. Vous pilotez le robot, vous programmez sur des trajectoires simples, sur des applications simples. Attention, on est capable de programmer n'importe quel robot de façon extrêmement simple et pour permettre en effet la facilité d'introduction du robot dans des industries ou des TPE, PME pour avoir un peu plus de facilité d'introduction du produit. Après, faire le lien entre les PME et les grands groupes, moi je ne vois pas forcément d'écart entre les PME et les grands groupes sur la robotique collaborative, au sens où les grands groupes ont déjà de la robotique plutôt classique et vont aller chercher de la robotique collaborative pour automatiser des postes qui restent à automatiser dans les coins, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, et les PME vont essayer de rentrer dans la robotique par ce biais-là, par la facilité de programmation. Ensuite, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans l'écosystème robotique, il ne faut pas oublier qu'il y a trois éléments. Il y a le client final, il y a l'intégrateur et il y a le fournisseur de robots. Autour de la table, on a des fournisseurs de robots. Et dans la facilité de programmation, il ne faut pas oublier non plus l'intégrateur. On parlait tout à l'heure, la clé de voûte du système, c'est le process. Et après, il faut s'adresser à un intégrateur qui maîtrise son process. Et dans certains process, certains intégrateurs développent des fonctions qui facilitent la programmation pour certains process. Et ça permet aussi d'introduire de la robotique. On ne peut pas avoir de la facilité de programmation avec un robot sur tous les types de process. On ne peut pas faire de la soudure, du pick and place, de la palettisation à partir de n'importe quel robot avec une facilité de programmation. Donc après, c'est aux intégrateurs aussi à s'approprier nos produits, de les mettre en œuvre et de développer des produits de palettisation, des bavurages, etc. Alors Emmanuel, justement, donc, quand vous vous trouvez face à un client qui vous dit « je voudrais une solution robotisée », comment est-ce que vous allez faire le choix, vous, entre lui dire c'est plutôt un cobo qu'il vous faut dans votre situation ou c'est plutôt un robot traditionnel ? Alors, il faut déjà, bien sûr, analyser le besoin du client. Il y a tout un tas d'aspects. Premièrement, quelle est la masse de la charge à transporter, ou si c'est un effecteur, quelle est la masse de l'effecteur, quel est le rayon d'action qu'on souhaite, quel est surtout le temps de cycle. Souvent, le temps de cycle est discriminant. Parce qu'on a beaucoup parlé de robots collaboratifs. Les robots qui intrinsèquement gèrent la sécurité, généralement se déplacent à vitesse sûre. Et la vitesse sûre, c'est aussi une vitesse lente. Et du coup, en termes de temps de cycle, on est pénalisé. Donc souvent, la cadence va orienter le choix de la solution. Et quand on a besoin de beaucoup de cadence, et que malgré tout, on ne veut pas avoir de cartérisation, on a quand même des solutions avec des robots, on va dire, classiques, qui vont être très dynamiques et qui vont être capables, avec des scrutateurs à plusieurs seuils, de ralentir quand quelqu'un s'approche, voire de s'arrêter quand la personne est à proximité immédiate, et de reprendre leur cycle en restant en automatique quand la personne s'éloigne. Donc voilà, il faut analyser le besoin, et il y a quelques questions à poser, typiquement celle que je vous ai donnée, pour orienter déjà la solution. Nicolas l'a dit, ensuite il y a quand même un intervenant important, c'est l'intégrateur. Souvent, l'intégrateur a cette connaissance du process et il est capable, en maîtrisant également les aspects techniques de la robotique, d'orienter et de conseiller. Et je pense que le mot conseiller est important, c'est-à-dire que
c'est pas parce qu'on est une petite entreprise et qu'on veut une solution qui est pas chère qu'il faut se dispenser de chercher du conseil. Au contraire, il vaut mieux, quand on se lance pour la première fois dans la robotique, se faire entourer de gens qui savent et qui peuvent apporter ce conseil-là. Et typiquement, ce sont les intégrateurs. Donc KUKA, on n'est pas les seuls, hein, mais on continue à miser sur les intégrateurs parce que c'est un élément important dans la robotisation. Alors, un des autres critères qui est apparu quand on a parlé de la cobotique il y a quelques années, c'était le critère prix. La cobotique était présentée comme étant moins chère et dans les années, en général, les prix des produits baissent. Est-ce que c'est le cas, Raphaël ? C'est moche. C'est vrai qu'il y a eu ce cliché-là au départ, c'était le robot collaboratif est un robot discount, et en fait pas du tout. Le robot collaboratif a une technologie bien propre à elle, et du coup on ne peut pas rendre cette technologie discount. Le prix au départ a été fixé par rapport aux différents groupes. Est-ce qu'il y a une évolution ? Oui, parce que la technologie en soi a évolué avec. Il y a des nouveaux capteurs qui sont sortis année après année, des capteurs de force, des solutions plus adaptées, et en plus par rapport à la TS 15066 en termes de sécurité. Samuel, l'évolution, enfin la gamme de prix dans la gamme Yaskawa, est-ce que à capacité équivalente, on a des robots qui sont dans la même gamme de prix ou il y a une différence ? Alors oui et non. Alors c'est important de dissocier l'aspect application et l'aspect mécanique à elle-même. Donc forcément, un cobot ou un robot collaboratif, de par ses fonctionnalités supplémentaires, des capteurs de couple intégrés dans les axes, vous allez avoir un prix de cobot qui va être plus cher qu'un prix de robot. Ça, faut pas se mentir. Après, faut voir l'application. Alors très souvent, au début en tout cas de la robotique collaborative, on disait oui, sur mon application, ça va me revenir moins cher parce que je vais avoir un robot, mais je vais m'affranchir de tous les éléments extérieurs qui peuvent coûter à l'application finale, comme les scrutateurs, les barrières immatérielles, les barrières physiques, etc. Quand on met tout ça en face et qu'on regarde aujourd'hui avec justement la TS 15066 et les différentes spécifications techniques et normes qui existent, on se rend très souvent compte que pour rendre une application collaborative, on se retrouve à rajouter, même sur un robot collaboratif, des organes de sécurité. Et on se retrouve avec une application qu'on pensait être moins chère au départ et qui au final va coûter plus cher une fois l'analyse de risque et le bilan final réalisé. D'accord, donc le critère prix n'est pas vraiment un axe. Emmanuel, tu voulais répondre ? Oui, je voulais rajouter quelque chose sur la robotique collaborative. Ça change quand même le paradigme sur la robotique. C'est-à-dire qu'avant qu'on ait des cobots, quand on voulait robotiser un poste de travail, c'était soit manuel et donc degré de robotisation 0, soit on mettait un robot et comme il fallait éloigner l'opérateur, c'était 100%. Et en fait, c'est un peu binaire. C'est 0, 100%. En fait, dans les tâches que fait un opérateur, il y a peut-être 80% qui sont simples à robotiser. Et les 20 derniers pourcents vont coûter très cher. Il va falloir rajouter des caméras, il va falloir rajouter tout un tas de programmations, des modes dégradés, etc. Et c'est ça qui coûte cher. La robotique collaborative, l'avantage, c'est que le curseur de l'automatisation, on le place où on veut. Et du coup, on le place aussi où on veut d'un point de vue économique. Donc si on veut robotiser que 50% des tâches et laisser l'opérateur, ça peut permettre par exemple de doubler la capacité, mais on s'est intéressé qu'aux tâches les plus simples à robotiser. Et du coup, en termes de coût, on peut aussi avoir finalement un retour sur investissement plus intéressant. Donc il faut finalement repenser les choses dès le départ de manière différente. Et se dire, au lieu de tout robotiser, qu'est-ce qu'il est intelligent de robotiser ? Qu'est-ce qu'il est intelligent de laisser à l'homme ? Voilà. Et justement, alors on parle de l'homme. C'est la bonne question, c'est est-ce que la cobotique, c'est pas le moyen de laisser l'homme au centre du process, de garder le savoir-faire de l'homme ? Nicolas, est-ce que c'est cette solution ?
C'est une très bonne solution pour l'acceptation déjà du robot dans l'usine et l'acceptation par les personnes. Nous, on a un exemple concret où le robot manipule la pièce qui est produite en fin de gamme. Il la présente à un opérateur. L'opérateur vient faire une étape de contrôle. Par exemple, le contrôle visuel, il vient mettre en place un autocollant, il vient serrer un boulon, il vérifie une chose. Il appuie sur un bouton, le robot lui tourne la pièce pour avoir de l'ergonomie, parce que les aspects HSE sont super importants à prendre en compte aussi. Avec un robot, on peut avoir des meilleurs postes de travail. Il lui présente dans l'autre sens, il revérifie deux choses, et le robot a lui-même aussi des tâches automatiques. Quand il s'éloigne du robot, le robot garde la pièce en main, il l'avait déjà en main, et la met dans le carton, et le carton se fait fermer. Donc là, on a un vrai partage des tâches entre le robot et l'humain, et on laisse de la valeur ajoutée à chacun, en effet. Alors, il faut ce genre de type d'application pour que les surcoûts qu'on a parlé tout à l'heure soient absorbés par des gains de flexibilité, d'utilisation. Et il faut que les deux se compensent pour qu'on arrive à une application collaborative qui s'entend et qui se justifie. Alors, si on revient sur l'aspect marché, les chiffres de l'IFR sont sortis pour l'année 2018. Donc ils nous annoncent que la cobotique représente environ 3% du marché global de la robotique. Alors on en a parlé tout à l'heure, comment on définit dans ces chiffres-là la cobotique. A priori, on peut penser qu'ils ont considéré que dans une gamme de produits donnés, ceux qui étaient en vert chez Fanux, c'était des cobots, et quelle que soit l'application. Chez Universal Robots, ce sont tous des cobots, et voilà, ils sont comptés dans cette liste-là. Donc 3% simplement de cobots sur le marché mondial. Est-ce que ça correspond à vos attentes, Raphaël, peut-être ? Étant distributeur, j'ai pas vraiment les chiffres qu'annonce Universal Robots en France. Tout ce que je peux dire, c'est que dans le monde, c'est 37 000 robots vendus dans le monde. Le chiffre a doublé chaque année ces 3 dernières années, dû à l'expansion et dû à ce phénomène du robot collaboratif. Par rapport au pourcentage français, je ne sais pas pour ma part, mais peut-être mes confrères peuvent en plus en parler que moi. Parce que moi, faisant que du robot collaboratif, c'est assez compliqué de dire quelle part de marché il y a par rapport au robot traditionnel. La question, c'était aussi de savoir, par rapport à l'idée qu'on s'en faisait quand les robots collaboratifs ont commencé à émerger. Il y a 5 ans, on parlait vraiment que de ça. C'était le boom sur le marché des robots collaboratifs. On se disait ça va faire une vague, ça va retourner les constructeurs traditionnels de robots. Emmanuel, donc les 3%, c'est bien, c'est trop, c'est pas assez, c'est mieux que ce qu'on espérait, c'est moins bien que ce qu'on espérait. C'est ça un peu l'idée de savoir, est-ce que ces 3% c'est représentatif de l'espoir qu'on pouvait porter dans cette technologie? Alors, 3% c'est certainement moins que ce qu'on espérait. 3% c'est aussi certainement ce qu'on a sur le marché français. Donc ça c'est factuel, on le constate. Mais finalement ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une certaine maturité qui est arrivée sur le marché. Donc aujourd'hui, comme on l'expliquait tout à l'heure, on peut répondre à une demande de robots ou d'application, pardon, c'est important, d'application collaborative avec un robot traditionnel. Et du coup, ce robot traditionnel, dans l'IFR, il n'est pas compté comme un robot collaboratif, alors que l'application l'est. Donc finalement, ces statistiques-là, je crois qu'il faut vraiment s'en méfier. Le marché mondial de la robotique est en croissance. Alors peut-être cette année un petit peu moins que les autres années, mais sur une tendance moyen terme, il est vraiment en croissance. La robotique collaborative y participe. Et surtout, ce qui est important, c'est que nos clients, ils perçoivent que dans toute la palette de solutions, il y en a une supplémentaire. Donc finalement, c'est positif, ça entretient cette appétence pour robotiser, automatiser dans l'industrie. Moi, je me posais aussi une question par rapport à la réaction des intégrateurs vis-à-vis de la robotique des cobots. J'ai connu une époque où les intégrateurs étaient vent debout contre la cobotique. Est-ce que aujourd'hui, Nicolas, je vois que tu rigoles, est-ce que ça a changé un peu ? Là encore, il faut le remettre en perspective d'un point de vue chronologique. Il y a eu en effet cette image, le robot collaboratif va permettre de se passer de l'intégrateur. Je pense qu'en ce moment, on voit un retour là-dessus. Il faut avoir en tête pour des clients finaux
que acheter soi-même un robot et se l'intégrer soi-même, on devient le fabricant de la machine. Donc on devient le responsable du marquage CE de la machine. Donc l'analyse de risque, les calculs systéma, tout ce qui est obligatoire par la loi à faire, c'est de la charge du client final à réaliser. Il faut faire attention au discours marketing qui a été souvent de dire on peut mettre un robot et c'est facile, mais quand on rentre dans le détail et dans le détail légal des choses à faire, attention, il y a des choses et qui engagent la responsabilité du directeur d'établissement ou du responsable d'entreprise à ce niveau-là. Donc mettre un cobot dans son usine, ce n'est pas aussi simple que ça d'un point de vue juridique d'un premier point. Donc ça a été un premier, quand les gens ont commencé à rentrer dans le détail et commencent à rentrer dans le détail, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait la réalité. Ça c'est une chose. Du coup, les intégrateurs reprennent aussi leur savoir-faire, reprennent la main un peu sur ce sujet-là en disant ok, le robot collaboratif, on peut en faire des choses, ça peut être utile pour nos process, les process qu'on est capable de mettre en œuvre dans les usines, et utilisons-le à bon escient, à l'endroit où il y en a besoin, avec la valeur ajoutée de l'intégrateur. Un intégrateur a une valeur ajoutée par la maîtrise de son domaine d'activité, par la maîtrise de son procédé. Et il doit lui-même prendre en main cet objet-là pour l'utiliser, en complément encore une fois. Tu as soulevé une information intéressante, c'est que effectivement le bras polyarticulé, c'est pas une machine, c'est une quasi-machine, et c'est qu'une fois qu'il a été intégré, qu'il devient une machine, et donc la responsabilité de cette machine revient à celui qui la transforme donc en machine. Exactement, c'est exactement le sujet. Un intégrateur qui livre une machine à un client final, il va y mettre au bout un préhenseur, il va y mettre des capteurs autour, il va y mettre une machine à côté, et quand il le livre à son client final, il livre une machine avec une étiquette CE, avec un manuel d'utilisation, avec une analyse de risque, et il la certifie. Et s'il y a un problème sur cette machine-là, c'est la responsabilité de l'intégrateur, si le client final a bien respecté toutes les préconisations d'emploi, évidemment. Mais si un client final achète directement un cobot ou un robot, c'est le même débat, il se doit de faire toute cette démarche-là également. Très bien, merci. Je ne sais pas si certains d'entre vous veulent ajouter des commentaires. Je voulais juste rajouter sur la part du marché. On n'a pas été récupéré du marché du robot traditionnel. En soi, ça s'est rajouté au robot traditionnel. On a une toute autre application. On ne va pas chercher de la cadence, on ne va pas chercher de la charge, on ne va pas chercher de la grosse série. On va aller sur des petites applications. Et quand on dit tout à l'heure, ça prend une part de marché, oui, mais en plus du robot traditionnel. Enfin, pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. En effet, et je pense que c'est... Il ne faut pas voir la cobotique comme quelque chose de fini, d'arrivé. On est au début de la robotique collaborative pour moi. Il faudra voir aussi les évolutions techniques dans les années futures qui permettront de la facilité aussi d'intégration et de la facilité de protection de l'opérateur. Alors, tu me facilites les transitions, justement. Qu'est-ce qu'on peut espérer, justement, comme évolution technique? Alors, je ne vous demande pas de dévoiler ce que vous avez dans vos laboratoires, mais qu'est-ce que le marché peut demander, ou quelles sont les applications, les évolutions technologiques qu'on peut espérer voir arriver dans les années suivantes? D'ailleurs, robotique ou cobotique, peu importe. Emmanuel? Alors, il y a tout un tas de limites aujourd'hui aux robots dits collaboratifs, en particulier sur la charge embarquée, puisque les robots qui gèrent de manière intrinsèque la sécurité souvent sont limités en capacité de charge, sont limités en rayon d'action. Donc on peut s'attendre effectivement à voir des évolutions vers des montées en gamme dans ces directions-là. Ensuite, il y a un autre domaine qui s'est ouvert grâce à la robotique collaborative, c'est la robotique mobile, puisque pour rendre un robot mobile, il faut déjà qu'il soit sûr. Et donc, grâce à la robotique collaborative, on a maintenant accès à des solutions de robotique mobile. Donc, une nouvelle évolution, ça va être la mobilité dans la robotique. Et c'est-à-dire la mobilité avec, c'est pas simplement l'appareil qui se déplace, mais l'appareil qui se déplace avec un bras dessus qui va agir. Exactement. Avec alors plusieurs niveaux de mobilité. Un premier niveau de mobilité, c'est j'ai besoin de mon robot dans un point A pendant 8 heures et ensuite je le bouge ponctuellement sur un point B pendant encore 8 heures. Ça, c'est un premier niveau de mobilité. Mais le niveau de mobilité ultime, c'est le robot est perpétuellement, quasiment en train de bouger pour aller... et on a des applications qui existent, ça s'appelle du picking. C'est-à-dire que le robot va chercher des kits de visserie dans un magasin central et ensuite va les distribuer
sur les différentes chaînes de montage de nos clients. Donc cette application-là, en fait, le robot est tout le temps quasiment en train de se déplacer et c'est que ponctuellement qu'il est arrêté. Donc voilà, on a différents niveaux de mobilité. Soit c'est ponctuellement il se déplace et de manière majoritaire il est immobile, soit au contraire, majoritairement il se déplace et ponctuellement il est immobile. Donc la grosse évolution, ça va être le robot qui se déplace là où il y a besoin de lui en fait. Alors, la grosse révolution, non, parce que tout à l'heure, on a dit qu'on avait imaginé la robotique collaborative se développer avec des chiffres de croissance énormes. Et la mobilité dans la robotique, ça va être pareil, ça va être un complément. On va avoir accès à des nouvelles applications. On va enrichir la palette de solutions. Et ça va être en plus de ce qu'on fait déjà. Et ça va être, encore une fois, certainement un petit pourcentage. Samuel, sur la partie robotique collaborative, est-ce que vous avez, vous, des marchés que vous préférez adresser en particulier ? Alors des marchés, pas forcément, parce qu'on gère aussi le tout venant. Par contre, il y a des besoins qu'on ressent de plus en plus autour justement des applications comme la palettisation, le picking, des besoins futurs sur des robots justement qui sont en préparation, qui ont déjà été montrés sur différents salons comme des prototypes avec des charges embarquées supérieures à ce qui se fait aujourd'hui, du 20 kg avec des rayons d'action qui dépassent le 1700 mètres, capables de couvrir une palette. Donc Yaskawa présentera d'ailleurs l'année prochaine un produit qui sortira avec ces caractéristiques-là. Après, il y a l'aspect simplicité de programmation. Donc forcément, depuis quelques temps, Yaskawa a travaillé sur un nouvel outil pour la simplicité de programmation, mais un outil qui ne s'applique pas simplement aux robots collaboratifs, mais à tous les robots de la gamme. Je rappelle que dans notre robot collaboratif reste un robot industriel avec les mêmes contrôleurs et du coup on peut utiliser ce nouvel outil, le Smart Ponent, pour programmer aussi bien un robot collaboratif qu'un robot classique de 500 grammes de charge utile jusqu'à 900 kg dans notre gamme. Ouais. Alors, on va laisser passer l'annonce. Un petit mot de conclusion, chacun. Raphaël ? Pour revenir sur l'évolution, je parlerai plus de tout ce qui gravite autour des robots collaboratifs, c'est-à-dire qu'en termes de simplicité de programmation, déjà d'une, et tout ce qui est outils de préhension, caméra, tous ces outils-là qui se rajoutent aux robots collaboratifs, et je pense qu'il va y avoir des grosses évolutions autour de ça, plus que le robot en lui-même. Nicolas ? En effet, les technos de robots vont continuer à évoluer normalement, mais sur le robot 100% collaboratif, ce qui devrait arriver, c'est aussi le robot qui ne vous touche plus et qui vous détecte avant de vous toucher. Je pense que aussi, ça sera une des grosses évolutions de la robotique collaborative, le fait de dire maintenant on arrête d'avoir des robots qui vous touchent et qui s'arrêtent quand ils vous ont touché, plutôt des robots qui vous évitent avant de vous toucher. Voilà. Emmanuel, un petit mot de conclusion. Alors, un petit mot de conclusion, c'est quand vous avez une application et que vous estimez que c'est la collaboration homme-robot qui est au cœur de cette application, eh ben, discutons-en, analysons le besoin dès le départ, posons-nous les bonnes questions dès le départ, et puis trouvons la solution qui est la mieux adaptée. Ça peut être un cobo, ça peut être un robot classique dans une application collaborative. Voilà, il faut aujourd'hui finir avec l'aspect un peu dogmatique. Il faut être ouvert et il faut vraiment poser dès le départ toutes les bases et se faire accompagner, que ce soit par le constructeur de robots ou par un intégrateur. Ok, merci. Moi, je voudrais conclure sur un point positif. On a reçu donc les chiffres de l'IFR il y a quelques semaines. La France est passée de la 18e place à la 17e place. Je ne sais pas si on doit en être satisfait. C'est mieux que ce que c'était avant, c'est moins pire, disons. On espère qu'on va pouvoir continuer à faire évoluer donc, le marché de la robotique en France. C'est clair que c'est un souci de rentabilité, de productivité de nos entreprises, de manière à pouvoir continuer à exister sur le marché international. Et donc, il est important aussi de continuer à faire cette progression vers la robotisation. Et la Fédération française de clusters robotiques, avec les clusters régionaux, agit dans ce sens-là. Et donc, on espère que ça va continuer à évoluer dans ce bon sens. Voilà, je vous remercie tous de votre participation pour les intervenants. Merci. Et d'être venus nous écouter. Et je vous souhaite une bonne journée pour la continuation de cette visite sur le Salon Sian. Au revoir.